TVL a joué pleinement son rôle, assurer la liberté de l'information en France. Dans le même temps, les Français continuent de fuir la presse conformiste, servile, prête à tous les renoncements. Et pourtant, ce parti des médias s'est arrogé la somme de 2 milliards d'euros par an. Et sur ces 2 milliards, TVL, une réussite avérée de la presse audiovisuelle depuis 10 ans, a touché très exactement 0 €. 0. S'ouvre à nouveau le grand défi. Nous disposons de 30 jours pour constituer le budget d'avenir de TVL pour 2024. 30 jours pour construire 365 jours de création et de diffusion. Nous avons besoin de votre aide personnelle parce que, décidément, oui, la liberté a un prix. Chers amis téléspectateurs de TVL, bienvenue dans Passé Présent, votre émission historique présentée en partenariat avec la revue d'Histoire européenne. Aujourd'hui, nous allons parler impôts et fiscalité. Non, ne coupez pas tout de suite car vous allez voir que c'est un sujet majeur et passionnant puisque impôts et taxes, et en France, nous sommes bien placés pour le savoir, sont absolument partout dans nos vies. L'impôt a un caractère d'ailleurs inéluctable, comme l'affirmait Benjamin Franklin, l'un des pères fondateurs des États-Unis. En ce monde, rien n'est certain, hormis la mort et l'impôt. Pour nous éclairer sur ce phénomène qui se confond avec le destin des civilisations et des États dans le monde entier, je reçois Éric Anseau. Bonjour Éric Anseau. Bonjour Guillaume Fiquet, merci de me recevoir. Je vous en prie, c'est un plaisir. Vous êtes agrégé, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Lorraine. Vous avez publié une trentaine d'ouvrages, principalement sur l'État, les pouvoirs, les sociétés. Et nous pouvons citer par exemple les élites françaises, des Lumières au grand confinement, ainsi que la laïcité, un principe de l'Antiquité, au temps présent, les deux parus chez Passé Composé. Mais vous êtes aussi un spécialiste reconnu de Napoléon III et de Second Empire, sur lequel vous avez écrit une dizaine d'ouvrages. Oui. Et d'ailleurs, je vous avais reçu à ce sujet il y a quelques mois. Et là, alors, je n'allais pas dire vous venez de publier, parce qu'il est sorti en janvier 2023, au début de l'année, toujours chez Passé Composé, une histoire mondiale des impôts. Alors, Éric Anseau, je dois vous faire un aveu, voire même des excuses. Lorsque j'ai reçu votre livre au début de l'année, je dois dire, j'ai pas été inspiré. Je l'ai à peine ouvert. Peut-être que nous étions en période de déclaration fiscale. Vous savez, il y a une espèce de blocage, comme beaucoup de nos compatriotes. On attend toujours le dernier moment, une réticence à la faire. Et donc, votre livre s'est retrouvé sous la pile dans mon bureau. Et dernièrement, je faisais du rangement, du classement. Je ressors le livre. Et puis, je regarde une histoire de 5000 ans, l'avant-propos. Je commence à le lire. Et puis, je rentre vraiment dedans. Et, je prends des notes. Et je vous appelle et j'ai dit venez nous en parler parce que vous avez réussi finalement à rendre une histoire qui pourrait paraître rébarbative. Et bien vous en avez fait un récit passionnant et vivant. Alors quand même une première question, qu'est-ce qui vous a pris d'écrire une telle histoire? Deux choses. Alors d'abord, en fait, ça n'a jamais été fait. Il y a des livres, des manuels de fiscalité. Vous avez parfois dans le cadre d'un État, par exemple la France, une histoire de la fiscalité, mais à l'échelle mondiale et sur le temps très long, vous disiez 5000 ans, ça n'avait jamais été traité. Donc je suis un homme de défi, avec mon alter ego Jean-Luc Bordron, qui est un inspecteur général d'anglais, à la retraite, donc il a beaucoup de temps. Et donc il me dit, Éric, regarde, ça n'a jamais été fait, préemptons le créneau. Et en s'adressant à moi, il était bien tombé, outre le fait que c'est un ami, parce que je m'intéresse, vous l'avez dit tout à l'heure, à l'État,
au pouvoir, au rapport entre les contribuables, les citoyens et justement le pouvoir et l'État. Et le sujet de l'impôt est, on va le voir, tout à fait central. Oui, non, il fallait qu'un jour ou l'autre, je m'intéresse à cette question. Donc vous venez de citer Jean-Luc Bordron. Vous vous êtes réparti comment le travail? Parce que chacun sa spécialité? Non. Alors oui et non, je dirais. Alors lui, il se trouve que c'est un spécialiste de civilisation britannique et américaine qui a publié plusieurs livres sur le cinéma et la littérature. Oui. Et nous avons un chapitre justement sur les représentations de l'impôt qui lui doit tout. Parce qu'en fait, toutes les références, on parle des Beatles, des Rolling Stones, d'Agatha Christie, c'est vraiment le chapitre qui lui est propre. J'ai un peu plus l'habitude que lui d'écrire des livres comme ça, des histoires au long cours et sur l'État. Donc la plus grande partie de la rédaction du livre, c'est moi qui l'ai faite. Mais je suis un homme assez pris par mes cours, mes tâches administratives et autres. Et donc la plupart des recherches en bibliothèque, et je lui rends hommage aujourd'hui, ont été faites sur ce livre-là. Je n'ai pas de nègre d'habitude, mais là, en l'occurrence, Jean-Luc m'a un petit peu servi non pas de nègre, mais de jeune qui allait en bibliothèque voilà, pour faire les recherches et en archives. Bien, alors, on le remercie. Alors, est-ce qu'on peut dire, pour entrer vraiment là dans le sujet, est-ce que l'impôt est aussi vieux que la civilisation? Puisque c'est le titre de l'avant-propos, 5000 ans d'histoire. Que la civilisation peut-être pas, mais que l'État oui, puisque à partir du moment où les premiers États se mettent en place, et je pense ici par exemple aux cités sumériennes, on pense par exemple à Sumer justement ou à Our, on va penser à l'Égypte pharaonique, on va penser à la Grèce archaïque et à la Grèce antique, eh bien l'État va pour différentes raisons avoir besoin d'argent et par le tribut et par l'impôt, il va prélever sur les populations cet impôt. Il va servir à quoi? Pourquoi l'impôt? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a la raison principale, si vous voulez, c'est d'une part se protéger et conquérir. Et là, en évoquant ces deux mots, il y a l'idée de guerre qui est derrière. Les peuples de l'Antiquité sont perpétuellement en guerre. Pour payer une armée, il faut la solde des soldats, des mercenaires. Donc on a besoin d'argent. Les peuples que l'on va conquérir, on prélève un tribut sur eux. Et cela permet, par exemple, de fortifier sa cité et de protéger, alors à l'époque, il n'y a pas les frontières, mais les limites de l'État. Donc si vous voulez, il y a cette idée de protection ou de conquête qui est derrière, et l'impôt, l'argent est nécessaire. Et vous parliez du tribut. Le tribut, ça peut être considéré comme un impôt? C'est une forme de prélèvement, c'est une forme d'impôt. Alors il y a des différences entre le tribut, très techniquement, entre le tribut, la taxe et l'impôt, mais globalement, ça relève du prélèvement, soit en nature, soit en argent, sur des sujets, sur des contribuables, et donc ça relevait de notre histoire de l'impôt, très clairement. Alors, et donc ces premières cités, ces premiers cités-États, premiers États, quels furent leurs premiers systèmes fiscaux? Ça fonctionnait comment? Alors, il y a deux choses, si vous voulez. La première chose, c'est que bien évidemment, on va chercher l'argent là où il se trouve, et donc en particulier sur les riches contribuables, alors qui peuvent être des étrangers, soit des étrangers des peuples ennemis, qu'on va littéralement spolier en leur volant leurs biens, c'est le principe du tribut, soit des étrangers qui sont dans le cadre de l'État et de ses frontières, et là on pensera à la Grèce archaïque et ancienne, et en particulier à la ville d'Athènes. Les étrangers sont appelés les métèques, et on prélève une taxe qui s'appelle le métoïkon sur eux, car ces étrangers en fait sont bien souvent les commerçants, les négociants, et ils sont très très riches. Donc on va chercher l'argent là où il se trouve. Et puis la deuxième chose, c'est que les pauvres, alors là pour le coup les pauvres paysans qui constituent la masse de la société, eux aussi sont surtaxés en règle générale par une part, alors là c'est en nature, de la récolte qu'ils ont moissonnée. Alors ce recouvrement se fait comment? Ils apportent des sacs de blé, ou on va les chercher manu militari? Alors oui, en grande partie, ils les apportent eux-mêmes, mais vous avez déjà, dès ces États, et certains sont très sophistiqués, je pense par exemple, je citais tout à l'heure Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, ou bien encore l'Égypte pharaonique des Lagides. Alors les Lagides, ce sont des Grecs qui ont dirigé l'Égypte. On pensera à Cléopâtre, qui appartient à cette dynastie du 4e siècle avant Jésus-Christ au 1er siècle après Jésus-Christ. Ils ont des systèmes extrêmement sophistiqués, avec déjà, le nom n'existe pas, mais il faut bien convenir de ça, qui sont des fonctionnaires
pour prélever l'impôt. On a en tête le scribe égyptien. Est un percepteur. Est un percepteur, bien évidemment. Et d'ailleurs, on retrouve dans les textes religieux anciens, Ancien Testament, Nouveau Testament, des percepteurs, des collecteurs d'impôts. Bien évidemment, parce que dans tous les livres sacrés, l'impôt est présent. Il est présent dans la Bible, Ancien et Nouveau Testament. Vous le retrouvez plus tard dans le Coran. Pour honorer les dieux, il y a aussi des taxes qui sont prélevées. Alors là, pas forcément par l'État, mais par les prêtres. Et les prêtres, dans l'Antiquité, sont aussi très liés, bien évidemment, à l'État. Ces collecteurs d'impôts, je pense au Nouveau Testament, en général, ont tendance un peu à en mettre dans la poche, quand même. Ils se paient, si ils ne sont pas rémunérés directement par l'État, ils se paient, je dirais, sur la bête, c'est-à-dire sur le contribuable. On a en tête, alors là, je fais un bond dans le temps, mais ça va parler à vos téléspectateurs, on a en tête le très beau film de Gérard Houry, que tout le monde connaît, avec Louis de Funès et Yves Montand, La folie des grandeurs, avec Don Salluste, qui est un agent du roi d'Espagne, mais au passage, il prélève une grosse somme sur les contribuables. Et alors, est-ce que ces systèmes, donc Athènes, Rome, avec une forte pression fiscale quand même, d'après ce que vous dites, est-ce que cela a contribué finalement à la chute de ces États, de ces cités? Oui, ça peut contribuer. Alors pour les cités sumériennes que j'évoquais tout à l'heure, c'est tout à fait net, puisque Lagash, l'une d'entre elles, à partir du moment où l'un de ses souverains va prélever trop, eh bien va entraîner une révolte populaire qui n'amène pas directement la chute, mais qui va contribuer à fragiliser l'État. Et la chute va arriver très rapidement après. Ça peut entraîner également au sein d'un État un changement de régime. J'ai en tête, pour ne donner qu'un exemple, bien ce qui se passe sous la Deuxième République en France. Alors là, on fait un grand bond dans le temps. Le général Cavaignac était le chef du pouvoir exécutif. Il a prélevé, parce que les caisses étaient vides, un impôt beaucoup trop élevé, qu'on appelle l'impôt des 45 centimes. Imaginez sur 1 franc de contribution, 45 centimes supplémentaires. Dans l'histoire de France, il n'y a jamais eu un bond comme ça aussi élevé. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Oh non, mais bien pire encore. Là, il n'y a pas d'équivalent. Et du coup, il a perdu en partie à cause de ça l'élection présidentielle, la première de notre histoire de décembre 1848, face à Louis-Napoléon Bonaparte, qui était dans l'opposition. Et donc, pour lui, c'était pas béni de dénoncer cette surimposition. Et Rome, lorsqu'elle donne la citoyenneté romaine à l'ensemble des peuples qu'elle a conquis, c'est très lié à ça. C'est l'édit de Caracalla en 212 après Jésus-Christ. L'empereur Caracalla a une idée qu'on qualifiera de géniale ou de perverse. Parce que c'était finalement pour prélever plus d'impôts. C'était en grande partie pour ça. C'est-à-dire qu'il va élargir le droit de citoyenneté, mais la contrepartie, c'est qu'il fait rentrer les habitants qui n'étaient pas encore citoyens romains sous le régime de l'impôt. Et donc, bien évidemment, l'un et l'autre sont liés. Et alors, dans des périodes troubles, je pense, on parlait de Rome, à l'Empire post-romain, donc en gros entre 4 et 600 avant Jésus-Christ. Quid de l'impôt? Est-ce qu'il continue à être recouvré? S'il n'y a plus de pouvoir central, comment ça se passe dans ce cas-là? Mais non, dans ces périodes-là, en général, il n'y a pas de recouvrement de l'impôt. Alors, lorsque l'Empire romain d'Occident, parce qu'il durera, vous le savez, 1000 ans de plus en Orient, autour de Byzance, de Constantinople, mais lorsque l'Empire romain d'Occident va s'écrouler, ce sont les fameux royaumes barbares qui se mettent en place. Et à l'origine, les rois barbares, alors on pensera aux Francs et à Clovis, n'ont pas véritablement de système d'imposition. Et, ils vont s'appuyer sur l'Église pour se faire un petit peu conseiller, et les choses vont progressivement se remettre en place. Mais par contre, ils doivent s'appuyer aussi sur les grands, sur les seigneurs, et parallèlement se met en place au même moment la fameuse féodalité, alors par différentes étapes, et c'est une fiscalité concurrentielle en fait de celle de l'État. Et il faudra attendre la constitution véritablement des États de type moderne, à partir d'un roi de France comme Philippe le Bel, pour que là, la fiscalité étatique reprenne le pas sur la fiscalité féodale. Ça a pris un certain temps. Exactement. Alors justement, avant d'arriver à la fiscalité féodale, vous consacrez un chapitre assez savoureux sur les mots de l'impôt. Oui. D'abord, vous allez nous expliquer d'où vient le mot impôt, et puis on a toutes les expressions populaires que l'on connaît, donc taillable, écorvéable, à merci. Oui, expression très intéressante qui est restée dans l'imaginaire populaire. Voilà. Les gablous, le terme de gablou, ça voilà. Donc, alors déjà, l'impôt, la fiscalité, ça vient d'où Alors, ça vient d'un terme latin, un verbe latin, imponere, qui signifie très concrètement faire peser le joug sur le bœuf.
Alors vous avez, c'est une image très parlante, hein. Bien évidemment le joug c'est l'État et la taxation, et le bœuf c'est le pauvre contribuable, le pauvre sujet du roi qui va devoir payer l'impôt. Donc il y a une idée extrêmement négative, hein, qui se cache derrière, hein. Notez d'ailleurs, on l'évoquera peut-être tout à l'heure, que la Révolution française très très habilement, quand nous passerons au consentement à l'impôt, modifie le terme. Alors dans l'imaginaire collectif, le terme d'impôt continue à être utilisé, mais l'État n'utilise surtout plus le terme, il a changé le terme par contribuable. Et dans contribuable, vous avez l'idée de contribuer volontairement. Hein, donc vous voyez, le changement sémantique, il est intéressant. Oui, donc il y a déjà des éléments de langage. Exactement. Et puis alors l'expression taillable et corvéable, merci, elle est très très intéressante, puisque là vous avez deux des impositions les plus connues sous l'Ancien Régime et à l'époque médiévale, la taille et la corvée. Alors, de nature différente. La taille, en fait, c'est un impôt direct qui pèse sur les paysans et on l'appelle ainsi, il y a plusieurs interprétations possibles, parce qu'on faisait une petite encoche sur une barre de bois ou un bâton pour certifier que la personne avait acquitté l'impôt. Et la corvée, eh bien, c'est ce que le paysan va devoir faire, soit pour le roi, parce qu'il y a une corvée royale, soit pour son seigneur, par exemple curer les fossés, entretenir les murailles du château fort, etc., à période régulière. Et on a l'idée d'une imposition qui est à la fois très dure et très très lourde. L'expression, elle apparaît vers le XVIIIe siècle, hein, au moment où le pouvoir royal commence à être très contestée, et elle a traversé la Révolution, elle perdure, bien que taille et corvée aient disparu depuis longtemps. Et les gabelous, donc la fameuse Alors gabelle. les gabelous, ce sont ceux qui perçoivent la gabelle, et la gabelle, c'est l'impôt du sel qui a été créé un tout petit peu avant, mais institutionnalisé, mis en place à l'époque de Louis IX, c'est-à-dire de Saint-Louis. Nous sommes au milieu du XIIIe siècle. Hein. Et très rapidement, vous allez avoir un agent du fisc spécialisé pour prélever cet impôt, agent de la gabelle, et dans le langage populaire, on va les appeler les gabelous. Alors pourquoi le sel ? Pourquoi le sel ? Parce que le sel, à l'époque, est une denrée tout à fait indispensable depuis l'Antiquité pour conserver les aliments, et en particulier la viande. À l'époque, il n'y a pas de conservateur. Ce n'est pas seulement qu'un exhausteur de non, goût. il n'y a pas de il n'y a pas de réfrigérateur. Donc le moyen qu'on a, c'est de salaison des aliments. Et donc le sel, il est quasi vital. Alors, les États qui sont intelligents, hein, les rois et leurs conseillers, ont taxé, bien évidemment, le sel. C'est l'un des impôts les plus impopulaires qui soit sous l'Ancien Régime, d'une part parce que c'est un impôt très lourd, et puis il n'est pas réparti et il n'est pas équitablement. réparti équitablement sur le territoire, parce que vous avez des provinces qui ont du sel, hein. On pensera par exemple aux provinces qui jouxtent l'Atlantique. La Bretagne, hein, est une terre où le sel se récolte dans des marais salants, par exemple, ou bien on pensera à l'Aunis et à la Saintonge, oui, toutes les salines de l'Est de la France également. Exactement, ou les salines de l'Est de la France, en Franche-Comté. Et puis vous avez des pays qui n'ont pas de sel. Alors les pays qui n'ont pas de sel doivent le faire venir, et là le sel est très très cher. Et à l'inverse, dans les autres endroits, le sel, on est quasi exempt de la gabelle, ou totalement exempt. Ça donne lieu à des trafics intérieurs, à l'intérieur du royaume, entre provinces qui n'ont pas de sel et provinces qui en ont. Alors, donc maintenant, à l'époque féodale, qui paye l'impôt ? Alors l'impôt, à l'époque féodale, est extrêmement injuste. On aura peut-être l'occasion de le dire tout à l'heure, et ça c'est une idée reçue qui a été propagée par la propagande des différents régimes après 1789. On pense aux révolutionnaires, aux monarchies qui suivent, et surtout à la Troisième République. Par contre, ce qui est certain, c'est l'inéquité, voire l'inégalité par rapport à l'impôt. Parlons très clair, ce sont les masses populaires, et tout particulièrement les paysans, sur qui repose l'essentiel de l'impôt, puisqu'ils doivent des impôts à la fois à leurs seigneurs, le contact le plus direct, mais également aux gens d'église, et on citera par exemple ici la dîme, c'est-à-dire le dixième de la récolte qu'ils doivent au clergé, et bien évidemment les impôts étatiques. Et à l'inverse, ce qu'on appelle les ordres privilégiés, c'est-à-dire le clergé, le premier ordre, et puis la noblesse, le deuxième ordre, sont dispensés en fait de quasi tout impôt. Je dis dispensés de quasi tout impôt parce que dire qu'ils ne paient pas d'impôt serait inexact. Simplement, ils en paient énormément moins que les autres. Le clergé, parce qu'on estime qu'il paie l'impôt de la prière, il paie pour le salut des âmes de toute la société, donc ils en ont été dispensés. Et la noblesse, la chevalerie à l'époque du Moyen-Âge, parce qu'ils paient l'impôt du sang, ils versent leur sang pour défendre le territoire. Donc ils sont dispensés d'un impôt. Concernant l'Église, les rois n'ont eu de cesse que de vouloir
Bien sûr. Les ponctionner également. Les ponctionner. Alors on évoquait tout à l'heure le roi Philippe le Bel. Il entrera en conflit avec les papes de son règne, en particulier le pape Innocent III. Et au cœur de ce conflit, il sera quand même excommunié 2 fois, Philippe le Bel. Il y a la volonté de prélever les sommes de son clergé, ce qu'il estime être son clergé, c'est-à-dire le clergé du royaume, au détriment des sommes que prélevait le pape. Donc il y a un conflit là d'autorité autour de l'impôt et de la fiscalité. Et à partir de quelle époque il y a une montée en puissance de la fiscalité ? Alors elle se fait en plusieurs étapes, je dirais au fur et à mesure que l'État se renforce. Pour me limiter au cas français, il est très clair qu'à partir des Capétiens comme Philippe le Bel, vous avez une montée en puissance de l'impôt qui va d'ailleurs entraîner pour le roi Philippe le Bel la nécessité d'obtenir une forme de consentement de la part de ses sujets. C'est à l'époque de Philippe le Bel qu'on commence à convoquer une assemblée des 3 ordres pour consentir à l'impôt, que très rapidement on va appeler les États généraux. Le principe des États généraux découle directement de la nécessité de prélever plus d'impôts. Vous avez une deuxième montée en puissance au moment de l'instauration de la monarchie absolue, donc à partir des Bourbons, c'est-à-dire Henri IV, Louis XIII, Louis XIV. Et puis, vous avez une montée en puissance absolument phénoménale avec nos États contemporains, c'est-à-dire 19e, 20e siècle. Je fais un grand bond dans le temps, mais je vais donner un chiffre à vos téléspectateurs pour qu'ils comprennent bien les choses, parce que c'est une époque où là on a des séries statistiques sur l'impôt, ce qui n'est pas le cas pour le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, je peux vous donner un ordre de grandeur, je ne peux pas vous donner un pourcentage. Par contre, pour l'époque contemporaine, oui. Milieu du 19e siècle, une époque qui m'est chère, la Deuxième République, le Second Empire, on est à environ 5% de prélèvements fiscaux sur la société. 5%. Donc c'est 5% du PIB, c'est ça ? Oui, tout à fait. À la veille de la guerre de 14, on est à 13%. Aujourd'hui, alors c'est vrai que la France bat les records absolus, vous le rappeliez dans votre préambule, par rapport aux autres pays de la Terre, mais on est à 46 à 47%. Oui. Je ne sais pas si donc vous... quand on parlait des 45 centimes sur un franc, on y est. Oui, alors les 45 centimes, c'est particulier parce que c'est un impôt qui a suscité la colère en un impôt. D'accord. Là, je dirais, ça s'est fait par étapes progressivement, mais on aura peut-être l'occasion de le dire tout à l'heure. Quand l'État crée une taxe qui paraît particulièrement inique à la population, encore aujourd'hui, à l'époque contemporaine, la population n'hésite pas à se révolter. Bien sûr. Alors je demande, ces révoltes, vous parliez de Philippe le Bel et du consentement. Oui. Alors je crois qu'il y a un mot de Colbert, je l'ai plus en tête, je ne l'ai pas noté, où il parle l'impôt, ça consiste à plumer une loi et de récolter le maximum de plumes avec le minimum de cris. Oui, ou alors l'image du mouton, on va tondre le mouton sans l'écorcher. Donc c'est tout un art, parce que voilà, la frontière entre les deux est ténue. Alors, parce que le mot trop d'impôt tue l'impôt. Oui, alors ça c'est un mot très récurrent qu'utilisent beaucoup les libertariens. Il y a une école de théorie anglo-saxonne autour du trop d'impôts, et bien évidemment les anglo-saxons de ce point de vue sont en pointe par rapport à nous, mais la formule a été reprise en France, nous l'avons adaptée bien sûr. Trop d'impôts tue l'impôt. C'est la fameuse courbe de l'affaire, si vous voulez. Les économistes et les fiscalistes ont théorisé tout ça. Effectivement, on se rend compte qu'au bout d'un certain seuil de prélèvement, eh bien l'impôt ne rentre plus. Pourquoi ? Non seulement parce qu'il y a des révoltes, mais aussi parce que la population est moins riche, et donc forcément la masse fiscale est moins importante. Donc voilà. D'accord. Alors donc ce fameux consentement, comment est-ce qu'on arrive à l'obtenir ? Quelle est la perception de l'impôt, alors que ce soit en France, en Angleterre ou dans la nouvelle République américaine ? Vous avez raison de citer ces 3 pays. On y consacre un chapitre entier d'ailleurs dans le livre, parce que ce sont les 3 pays dans l'ordre, l'Angleterre, la nouvelle République des États-Unis et la France, qui sont les premiers à l'époque moderne à avoir mis en place le consentement tel qu'on le connaît aujourd'hui. J'évoquais tout à l'heure un consentement voulu par des souverains intelligents dès l'Antiquité. Au Moyen-Âge, je vous citerai simplement Charles le Chauve qui prend un édit très célèbre qu'on appelle l'édit de Pistre en 864 et qui dit à ses taxeurs, ses préleveurs d'impôts, faites attention parce que si vous êtes trop dur avec mes sujets, ils pourraient se révolter. Mais tout ça n'est pas théorisé et surtout tout ça ne passe pas par une assemblée représentative de la population qui va, pour les populations qu'elle représente, voter régulièrement l'impôt. Et c'est ça le principe du consentement moderne et contemporain à l'impôt. Alors les Anglais sont précurseurs, ils font une révolution en 1688 qu'on appelle la Glorieuse Révolution, et c'est le Parlement britannique qui va désormais voter l'impôt de façon annuelle.
le principe de l'annualité de l'impôt, de la régularité de l'impôt. Les seconds, ce sont les Américains qui le font. Vous savez qu'ils se révoltent, ça c'est très intéressant, dans une révolte qu'on appelle la Boston Tea Party. Donc de taxes sur le thé. Taxes sur le thé, parce qu'ils en ont assez que les Anglais leur prélèvent une somme sur un produit qui n'est pas dans leur civilisation, mais qui est davantage dans la civilisation britannique. Et c'est le point de départ, en fait, des insurgents et de ce qui va provoquer la révolution américaine. Ils deviennent indépendants, ils créent les États-Unis d'Amérique, et dans leur constitution, qui est la première constitution de l'histoire, en 1787, bon, si on exclut la Corse, qui est un cas un petit peu particulier, sous Pasquale Paoli, eh bien, dans leur constitution, ils incluent ce principe de taxation consentie. En fait, la formule qu'on utilise, c'est « no taxation without representation », c'est-à-dire on ne peut pas lever l'impôt s'il n'y a pas une représentation populaire qui vote cet impôt. Et puis les Français, la Révolution française. L'une des premières mesures qui est prise, vous le savez tous, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Un texte très court, un préambule, 17 articles. Et sur les 17 articles, tenez-vous bien, il y en a 2 qui sont réservés à cette question du consentement à l'impôt. Donc c'est là où on devient contributeur. Exactement. Le terme de contribution et de contributeur fait son apparition à ce moment-là. Alors, concernant les impôts, on s'aperçoit, en lisant votre livre, que l'imagination n'a pas de limite. Alors des fonctionnaires, des dirigeants, et qu'on peut tout taxer, hein, vraiment absolument tout. Donc, et vous citez pas mal de taxes insolites, et d'ailleurs pas qu'en France. Non. Bah, quelques exemples, si vous voulez. Bah oui. Alors Pierre le Grand, il est resté connu dans l'imaginaire collectif. C'est un tsar russe, mais un tsar russe très attiré par l'Occident, par l'Europe. Il a fait un grand tour d'ailleurs d'Europe. Il vient visiter Louis XV. Exactement, il vient visiter le roi de France, c'est Louis XIV qu'il visite. Et rentré chez lui, il créera cette ville très moderne qui est Saint-Pétersbourg, tournée vers l'Occident, alors que Moscou, c'est la ville qui est plus tournée vers l'intérieur des terres russes. Et il trouve qu'il en a assez de voir des popes, des moines russes porter la barbe, mais aussi des seigneurs russes porter la barbe. C'est sale, c'est hirsute, etc. Et il leur demande de la raser. Et voyant qu'il n'obtient pas gain de cause, il interdit la barbe. Et à ce moment-là, il y a une révolte, imaginez, de ces seigneurs, d'une part, qu'on appelle les barines, et également des prêtres. Et alors là, c'est dramatique, hein, dans la société russe, si vous avez les prêtres contre vous. Alors il va rétrograder et il met en place une taxe sur la barbe. Vous voulez continuer à porter la barbe ? Très bien, mais vous allez payer un impôt. Ça va rester très très longtemps puisqu'il faudra attendre la Grande Catherine un siècle plus tard pour que cette taxe soit supprimée. Une autre taxe très très intéressante, c'est une taxe sur les portes et les fenêtres. Elle vient en Angleterre. Imaginez qu'il y avait la marquise du Deffand au XVIIIe siècle qui disait « On taxe tout de nos jours, hormis l'air que nous respirons ». Visiblement, la marquise du Deffand avait oublié de regarder de l'autre côté de la Manche. Les Britanniques ont eu l'idée de taxer les ouvertures des maisons. Et donc, plus vous aviez d'ouvertures dans la maison, plus vous étiez taxé. Les Français, d'ailleurs, on évoquait tout à l'heure les contributions au moment de la Révolution, vont copier le modèle britannique. Parce que dès qu'il y a une idée d'un côté ou de l'autre, on s'en inspire. Parmi les 4 taxes que vont créer les révolutionnaires, on les appellera très vite les 4 vieilles, vous avez la taxe sur les portes et fenêtres qui va durer jusqu'au lendemain, vos téléspectateurs ne le savent peut-être pas, jusqu'au lendemain de la Première Guerre mondiale. Donc elle a la vie dure. J'imagine qu'il y a des conséquences parce que si on est taxé sur la grandeur de sa fenêtre, sur le nombre de fenêtres, on fait des fenêtres plus petites. Exactement. Alors la conséquence est dramatique pour l'hygiène parce que bien évidemment on va se calfeutrer et tout un tas de maladies, le rachitisme également se développe, hein, l'air, la lumière ne passe pas et un certain nombre de personnes humanitaires vont s'émouvoir, des socialistes, mais pas seulement de ce phénomène. Victor Hugo, par exemple en France, ou Charles Dickens en Angleterre, vont publier des textes très célèbres pour alerter les gouvernements en disant mais s'il y a une taxe à supprimer, c'est bien celle-là. Et aussi une taxe sur les papiers peints en Angleterre. Oui, alors ça aussi, l'histoire est incroyable. C'est tout à fait, c'est absolument fascinant. Donc, c'est que les populations britanniques prennent l'habitude effectivement de décorer leur intérieur, et c'est la mode qui se développe au XVIIIe siècle du papier peint. Donc, je dis tiens, là, il y a de quoi prendre. Et immédiatement, l'État, la monarchie sous les rois Georges britanniques va taxer les papiers peints. Donc, il va falloir trouver des subterfuges pour éviter d'être taxé. Et du coup, on va plus mettre d'impression sur les murs pour ne plus payer cette taxe.
Et alors, justement, toutes ces petites taxes, est-ce que... Parce que l'administration a de l'imagination, mais la population aussi. Oh là. Donc j'imagine qu'on va trouver des moyens de détourner, de contourner. Oui, avant de passer à la révolte. C'est le principe du chat et de la souris. C'est-à-dire qu'il y a plein de contournements. Dès qu'une taxe est créée, les habitants trouvent un moyen pour la contourner. Soit ils le font par la fraude, la contrebande. Alors on évoquait tout à l'heure le système de la gabelle. Vous avez les fauçonniers, les fameux fauçonniers qui très très vite ont agi. On a en tête par exemple Mandrin au XVIIIe siècle, qui est l'un de ces fauçonniers. On a en tête également Jean Chouan, qui s'illustrera pour d'autres raisons sous la Révolution, mais dans les pays de l'Ouest, alors il correspond avec les autres fauçonniers en imitant le cri de la chouette, d'où son surnom de Jean Chouan. On a en tête en Angleterre le personnage de Robin des Bois, qui va lutter contre l'impôt et redistribuer les sommes qu'il a pris aux taxeurs de Jean sans terre aux populations, ce qui le rendra extrêmement populaire. Et puis il y a les phénomènes, alors là plus récents, d'évasion fiscale. Je dis plus récent, mais dès l'Antiquité, vous avez ces systèmes d'évasion fiscale. Simplement, ils prennent à l'époque contemporaine une très très grande dimension parce qu'on a des moyens de faire sortir du territoire plus facilement l'argent. Alors les États-Unis, où les populations ont, je dirais, une haine de la taxe d'État très très prononcée, sont les premiers à avoir, à l'intérieur même des États-Unis, État fédéral, des États où on taxe moins, qui vont servir de paradis fiscaux. C'est le Delaware et le New Jersey dès la fin du 19e siècle, dans les années 1890. Après, c'est la Suisse qui sert de refuge. Dans l'entre-deux-guerres, la Suisse devient un paradis fiscal avec ses banques à partir des années 1920. Et ça remonte, imaginez, jusqu'à la Société des Nations. Il va y avoir un débat, c'est l'ancêtre de l'ONU, à la Société des Nations au début des années 30 pour savoir si on autorise la Suisse à servir de paradis fiscal. Et puis bien évidemment, alors là, dans le cadre de la mondialisation, on franchit des seuils absolument inimaginables depuis une cinquantaine d'années et ça donne lieu à tous ces fameux scandales, les fameux links, où c'est illustré par exemple Julian Assange et tous les autres lanceurs d'alerte. Il y a un rapport parlementaire de 2013 en France qui estime que l'évasion fiscale, pour vous donner une idée, au niveau de l'Union européenne, représente 2000 milliards d'euros. 2000 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. L'évasion fiscale. Alors, quand on n'arrive pas à contourner, quand on n'arrive pas à faire de la contrebande, il reste finalement une dernière ressource pour protester contre l'impôt, c'est la révolte. La révolte. Et toute l'histoire est émaillée de révoltes populaires contre l'impôt jusqu'à nos jours d'ailleurs. De tout temps. Alors on peut donner des exemples. Il y en a dans l'Antiquité, il y en a au Moyen-Âge. Quand on pense aux jacqueries, les jacqueries c'est une forme de révolte contre l'impôt. À l'époque moderne, on a en tête la révolte des croquants ou des va-nu-pieds à l'époque de Louis XIII, ou la révolte du papier timbré qui donne lieu au fameux bonnet rouge en Bretagne. Donc vous voyez, c'est des révoltes extrêmement anciennes. Donc bonnet rouge reprise par les bonnets rouges en 2010. Je vais y venir, mais à l'époque on lésine pas. Quand quelqu'un fraude contre l'impôt, on le tue, il est condamné à mort pour servir d'exemple et éviter que les autres fassent pareil. Les révoltes se poursuivent à l'époque contemporaine. Dieu merci, on ne fait pas ça à ceux qui se révoltent. On a en tête peut-être il y a 70 ans la révolte de Pierre Poujade, le fameux papetier de Saint-Céré en Lot-et-Garonne, qui va susciter un grand mouvement, le poujadisme, en s'en prenant aux préleveurs d'impôts. Et puis bien évidemment plus récemment, vous l'avez dit, les bonnets rouges. Quand on met en place l'écotaxe, c'est à la barrière de Gravelle en Mayenne, à l'entrée de Bretagne, quand on quitte l'autoroute, que la révolte va partir et elle va enflammer toute la Bretagne. Et les Bretons qui ont une conscience très aiguisée de leur identité bretonne se souviennent que sous Louis XIV, leurs ancêtres avaient mis un bonnet rouge sur la tête au moment de la révolte et ils reprennent le symbole. Et François Hollande va reculer puisque l'écotaxe ne verra jamais le jour. Et plus près de nous quand même, le plus grand mouvement populaire et mouvement social depuis 1945, ne l'oublions jamais, les Français ont parfois la mémoire courte, c'est le mouvement des Gilets jaunes. Et le mouvement des Gilets jaunes, après s'il devient multiforme, il y a beaucoup de revendications, naît d'une révolte contre la taxation du carburant. Tout part de là.
Donc, vous voyez, et ça, c'est 2018-2019. Oui, non, hein. C'est tout près. Donc, on arrive au 19e siècle. Donc, après la Révolution, là, il y a encore une augmentation de la pression fiscale. Hein, vous l'avez expliqué, ça n'arrête pas de grimper de toute façon. Mais là, l'impôt, après la Révolution française, va changer de forme. C'est-à-dire qu'on abandonne tous les impôts et toutes les taxes du Moyen-Âge. Donc, quelle forme prend l'impôt ? On peut voir ça en deux temps, si vous voulez. L'impôt indirect que j'évoquais sous l'Ancien Régime, comme la gabelle, par exemple, l'impôt du sel, était l'impôt qui était perçu comme le plus injuste. Donc, ce que vont faire les révolutionnaires, outre le fait qu'ils modifient le nom et qu'ils appellent ça désormais des contributions, ils vont prendre à moyen terme, ils vont créer ce qu'on appelle des contributions, qui sont des impôts en fait directs, mais à cheval sur l'impôt direct et indirect. On évoquait la contribution sur les portes et fenêtres. Vous avez aussi une contribution mobilière. Vous avez une contribution foncière. Et la quatrième contribution, c'est celle qu'on appelle la patente sur les commerçants. Simplement, il n'y a pas d'impôt sur le revenu tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et pourquoi ? Parce que pour pouvoir prélever un impôt sur le revenu, il faut être un petit peu intrusif, c'est-à-dire pouvoir connaître justement les revenus et l'ensemble du capital, du patrimoine et du salaire que touchent les Français. Et les Français vont être parmi les plus rétifs en Europe à accepter cela. D'autant qu'on a une société qui est encore très paysanne et des artisans. C'est ce que dira très très bien un homme d'État du 19e siècle qui s'appelle Adolphe Thiers. Il est le principal ministre du roi Louis-Philippe et il dira l'impôt sur le revenu que sont en train de mettre en place les Britanniques en 1800, il est assez anglophobe, Adolphe Thiers, qu'on appelle l'income tax, qui est créé en 1842, n'est pas dans la culture latine. Il dit ça. Mais il dit, il y a d'autres pays qui imposent cet impôt sur le revenu, c'est les Turcs, par exemple. Et en fait, c'est les autocrates. En France, nous sommes des latins, d'une part, et nous en sommes fiers, mais nous ne sommes pas non plus des autocrates. On est un régime parlementaire sous Louis-Philippe, et donc il est hors de question que nous ayons un impôt sur le revenu. Pour lui, l'impôt sur le revenu est antidémocratique. Alors je dirais anti-français, même plus. Il faut savoir que Thiers, qui deviendra après très impopulaire, en particulier à gauche, l'homme qui réprime la Commune, a été l'un des hommes de France les plus populaire. Il défend la propriété et il s'oppose à l'impôt sur le revenu. Et il faudra attendre l'arrivée au pouvoir des radicaux, et en particulier d'un ministre des Finances qui s'appelle Joseph Caillaux, pour qu'à la veille de la guerre de 14-18, le principe de l'impôt sur le revenu soit adopté. Intervient la Grande Guerre, et en fait, c'est en 1919, au lendemain de cette guerre, que l'impôt sur le revenu est mis en place en France. Imaginez, c'est quelque chose d'assez récent, ça a un petit peu plus d'un siècle seulement, l'impôt sur le revenu en France. Et l'impôt sur le revenu, c'est celui qui rapporte le moins ? Alors, c'est pas celui qui rapporte le moins, mais comparativement aux impôts indirects, il rapporte beaucoup moins. Je vais vous donner une idée. Oui. L'impôt sur le revenu rapporte le 5e seulement de la totalité des rentrées fiscales de l'État. C'est au total assez peu. Avec une administration pléthorique en plus pour le recouvrer. Oui, tout à fait. Et bien sûr, comme on fait notre déclaration, c'est déclaratif. C'est sûr que c'est plus simple aujourd'hui sur impôt.gouv.fr. Voilà, c'est plus simple. Mais comme on l'a fait, et puis c'est à date fixe, le Français se prend la tête, etc. Et il focalise sur l'impôt direct. Mais je me permets de vous m'inviter, donc je me permets de le rappeler aux contribuables. Ça représente une toute petite somme, bien sûr, des impôts prélevés. La TVA, très très habile, c'est une invention française, cocorico. C'est beaucoup plus. C'est plus de 40%. Qui date de quelle époque ? Alors, c'est inventé par un haut fonctionnaire français qui s'appelle Maurice Lauré, au milieu des années 1950, sous la 4e République. Bien évidemment, tous les gouvernements successifs l'ont adopté. Et alors, il a fait des petits, puisque après, c'est la Communauté économique européenne qui l'adopte. Les Anglais ne faisaient pas encore partie de la CE, qu'ils adoptaient déjà la TVA. Et maintenant, vous avez à peu près la moitié des pays de la Terre, il faut le savoir, qui ont copié ce système de la TVA, parce qu'ils ont trouvé que c'était d'une efficacité absolument redoutable. Absolument redoutable, oui. Réputé indolore, mais bon, quand on regarde d'un peu près, on se rend compte que non, c'est pas indolore. Alors aujourd'hui, on le disait au début, la France est la championne du monde en termes de prélèvement. Avec les pays scandinaves. Oui. Je crois qu'on est à égalité avec le Danemark à peu près. Avec le Danemark et la Norvège. Alors une année... Donc on est à moins de 50%, presque 50% de prélèvement un peu moins. Alors les derniers chiffres, dans le livre on en donne 2, 43,5, 46,5. Et là j'ai vu que sous le président Macron ça avait encore un petit peu augmenté. On est de l'ordre de 47,5.
47e. Ah oui. Donc champion du monde. Avec donc Oui, le voilà, Danemark et exactement. la Norvège. Champion du monde. Oui. Alors, dans les manuels scolaires, Oui. On représente toujours finalement l'ancien régime Oui. comme écrasant Oui, fiscalement, oui. alors qu'on n'a rien. Ça, c'est la Troisième République. On n'a rien. C'est la Troisième République. On n'a Oui. rien à leur envier. Il y a toute une propagande. Moi, j'aime beaucoup la Troisième République. C'est l'école de la République, c'est Jules Ferry, c'est merveilleux. Mais il y a eu toute une propagande de la Troisième République par rapport au Second Empire qui la précède immédiatement, et plus encore par rapport à l'Ancien Régime, pour dire, mais voilà, grâce à nous, on va vers le progrès, c'est le meilleur des mondes. Et ça, on l'inculque aux petits-enfants par les manuels. Et c'est l'idée que les petits-enfants, quand ils vont rentrer à la maison, vont dire à leur papa et à leur maman, regardez, mais... Qu'est-ce qu'on est heureux voilà, vous contribuez au bien de l'État, et l'État, c'est tout un tas de services. Je vous rappelle quand même que les fameuses taxes dont je vous parlais tout à l'heure sous l'Ancien Régime étaient très injustes, mais on était sans doute à 5% du PIB, où on va passer à 15% sous la Troisième République, et à beaucoup plus aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pensez, alors c'est pas le rôle de l'historien, mais qu'aujourd'hui le consentement à l'impôt peut vaciller lorsqu'on voit la déliquescence des services publics, du moins dans notre pays? On est un peu sur un fil ou une corde raide, c'est-à-dire que le contribuable ne voit plus trop, moi je le vois beaucoup sur les groupes sociaux, je suis très attentif à sentir un petit peu les opinions de mes concitoyens, et je vois très clairement qu'on ne voit pas où passe l'argent. C'est-à-dire qu'il y a une époque, on voyait que dans le service public, je pense à l'hôpital, je pense à la poste, je pense à l'école, aux routes, tout était entretenu, et donc on acceptait de payer l'impôt. Et aujourd'hui, non seulement la pression fiscale, on l'a dit, augmente, mais on ne s'y retrouve plus. Et ça, c'est très très dangereux, bien évidemment, pour la démocratie, parce que ça peut amener soit à la révolte, soit au vote extrême, soit, et je n'en suis pas partisan, peut-être que vous en avez dans vos téléspectateurs, un système à l'américaine où il y a beaucoup moins d'impôts, mais alors pour le coup, vous avez beaucoup moins de services publics. Je donnerai simplement une anecdote. Il y a des villes entières aux États-Unis où... il y a ça. Et puis alors je donnerai simplement une anecdote. Il se trouve que j'ai une amie qui a la double nationalité qui m'a appelé l'autre jour, et ça a un peu quand même défrayé la chronique, c'était choquant. Il y a quelqu'un qui a fait un malaise dans la rue, et est arrivée une ambulance, ça a été filmé, est arrivée une ambulance, on a demandé à la personne qui était à moitié mourante si elle avait sa carte bancaire, elle n'avait pas sa carte bancaire, l'ambulance est repartie. Ah bah oui. Alors on appelle ça non-assistance à personne en danger, mais dans des états minimums, voilà ce qui peut arriver. Bien. Eh bien, Éric Anseau, merci. Donc, j'espère que vous avez vu que l'histoire des impôts, ça peut être très vivant et passionnant. Promis, je ne mettrai pas 6 mois à vous réinviter après votre prochain livre. Vous allez retrouver maintenant Christopher Lann et la petite histoire. Vous n'oubliez pas, bien sûr, de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt. Les gilets jaunes, là on est en plein dedans, je me devais d'en parler, avec un point de vue historique bien sûr. On entend souvent revenir dans plusieurs médias le terme de jacquerie pour définir la révolte des gilets jaunes. Alors historiquement, une jacquerie c'est une révolte paysanne et cela s'explique surtout par le fait qu'à l'époque, 95% de la population était issue du monde paysan. Aujourd'hui les choses ont beaucoup évolué, rarement pour le mieux, on va pas se mentir, et ce schéma ne s'applique plus. Malgré tout, certaines similitudes sont à souligner et la véritable question à se poser est la suivante. À l'instar des révoltes médiévales, les gilets jaunes peuvent-ils triompher ? Un rapide point historique sur les jacqueries, c'est quand même le but principal de cette émission, et ensuite on s'attaque au parallèle avec la situation actuelle. Une jacquerie, je l'ai dit, c'est un terme qui sert à définir une révolte paysanne dans l'Occident médiéval, et pas que, puisque ça va jusqu'à la Révolution. Le mot jacquerie, quant à lui, est péjoratif. Un Jacques, c'est un vilain, c'est un jacouille, quoi. C'est un vieux paysan qui pue la tarte au cerfeuil. Et ça vient des vestes courtes, dites Jacques, que portaient les paysans de l'époque, et ce terme, on le doit au chroniqueur Nicolas Gilles en 1492. Ouais, en 1492, il y avait des mecs qui étaient occupés à découvrir l'Amérique. Lui, Nicolas Gilles, il préférait donner des surnoms aux paysans. Après, chacun fait son truc, Alors, il y a eu de nombreuses révoltes paysannes dans l'histoire, de la révolte normande de 996 à la révolte des Tuchins du Languedoc
en 1381 en passant par la révolte des Karls en Flandre en 1323. Mais la plus célèbre et celle qui a donné son nom à toutes les autres, eh bien c'est la Grande Jacquerie de 1358. Pourquoi grande? Eh bien parce qu'elle l'était, tout simplement. Elle a éclaté dans un petit village du Beauvaisis le 21 mai 1358, croit-on, et elle s'est ensuite étendue à toute la paysannerie du bassin parisien. Enfin, pas toute la paysannerie, puisqu'en gros, la Grande Jacquerie, c'était surtout les paysans aisés de cette région, qui était alors la région la plus riche d'Europe, qui ont lancé le truc. Maintenant, la question, c'est pourquoi? Eh bien, la réponse est en plusieurs points. Premier point, eh bien, on est en pleine guerre de 100 ans, et c'est le bordel. Les nobles sont totalement discrédités après s'être fait humilier contre les Anglais à la bataille de Poitiers. Le roi Jean, le roi de France, il est prisonnier des Anglais. Les grandes compagnies, c'est-à-dire les mercenaires qui se battaient durant le conflit de la guerre de 100 ans, eh bien, ils n'ont plus grand-chose pour s'occuper. Et pour passer le temps, eh bien, ils pillent et ils rançonnent les villages. Bref, sur le plan politique comme militaire, c'est le chaos. Deuxièmement, on est en 1358. Alors certes, pour un vin, c'est peut-être une bonne année, mais quand on est paysan... non. Depuis 10 ans, la peste noire ravage l'Europe, et autant vous dire que c'était une autre histoire que la grippe H1N1. Et enfin, les prix céréaliers stagnent. Donc, les seigneurs, ils doivent alourdir la peau pour pouvoir s'y retrouver à la fin du mois, quoi. En gros, c'est ça, hein, je vous résume. Ah oui, et puis en plus de ça, on alourdit les taxes par rapport à la stagnation des prix céréaliers, mais on alourdit aussi l'impôt par rapport à la rançon du roi. Bah oui, parce qu'il faut bien la payer, cette rançon. Bon, jusque-là, rien de vraiment anormal, hein. L'histoire, c'est comme ça, il y a des hauts, il y a des bas, et tant que l'ordre est maintenu, eh bien, on arrive à encaisser. Et c'est justement ce que les nobles ont essayé de faire en adaptant l'impôt à la situation. Sauf qu'un noble, en temps normal, quand il alourdit l'impôt, eh ben, on n'est pas content, mais bon, on accepte, hein, c'est quand même notre seigneur, c'est celui qui est censé nous protéger. Pour citer un mantra philosophique très connu, c'est comme ça. Sauf que quand le noble qui alourdit l'impôt, eh bien c'est le même que celui qui s'est fait fesser cul nu comme un branque par les Anglais quelques années plus tôt, bah là, ça passe moyen, quoi. C'est-à-dire que le noble, à partir du moment où il a baissé sa cotte de maille devant l'ennemi, si ensuite il vient face aux faibles réclamer de l'argent sur son beau cheval blanc et tout ça, bah on lui répond avec une fourche, c'est tout. Bref, l'autorité des nobles est déconsidérée, les impôts sont subitement trop lourds alors que la situation est déjà très difficile, et c'est la révolte qui éclate. Les paysans s'arment, ils s'en prennent au château, aux nobles, au bétail, ils brûlent, ils saccagent, ils pillent, et ils menacent le pouvoir. Et le mouvement a même commencé à devenir très dangereux lorsque les Jacques, on les appelait comme ça, les paysans révoltés, les Jacques, qui avaient nommé à leur tête un certain Guillaume Karl, se sont alliés à la bourgeoisie parisienne, menée par un certain Étienne Marcel, qui était lui aussi à ce moment-là en révolte contre le roi, parce qu'à ce moment-là, tout le monde en avait plein la musette. Sauf que, après la défaite des Parisiens à Meaux face à la noblesse, les bourgeois ont abandonné les Jacques et se sont alliés au roi. Leçon numéro 1. En tout lieu, en toute époque, en toutes circonstances, ne jamais s'allier à la bourgeoisie. Et là, je parle des bourgeois, je parle pas des nobles, hein. D'ailleurs, il y avait aussi des nobles qui figuraient parmi les Jacques, hein, des gens de la petite noblesse, tout ça. C'est plus compliqué que ça. Mais les bourgeois, comme disait l'autre, hein, c'est comme les cochons. Plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Et puis, les 9 et 10 juin 1358, la Grande Jacquerie est à son tour définitivement écrasée par l'armée de Charles II le Mauvais, roi de Navarre. Fin du game. La Grande Jacquerie de 1358 a donc échoué. Bon, j'ai pris exemple de la Grande Jacquerie, mais il y a d'autres révoltes paysannes qui ont plus ou moins réussi localement, mais toujours sans jamais bouleverser l'ordre établi. Pourquoi ont-ils échoué à cette époque? Eh bien, on nous explique aujourd'hui que c'était à cause de leur désorganisation et du manque d'un chef véritable, charismatique, qui ait porté le mouvement. À cela, je répondrai oui et non, et puis c'est surtout pas un napoléonien comme moi qui va vous dire qu'on n'a pas besoin d'un homme, d'un leader pour mener une masse. Néanmoins, plusieurs parallèles sont à faire avec la révolte des Gilets jaunes. Premièrement, c'est une révolte qui vient d'en bas.
hein. Certes, aujourd'hui, le peuple est plus composé à 95% de paysans, mais les classes laborieuses, ça existe toujours. Et puis, ce sont elles qu'on entend aujourd'hui à travers la révolte des Gilets jaunes. Deuxièmement, la révolte est née, comme toutes les révoltes, hein, d'ailleurs, en gros, d'une réaction à la fiscalité. À l'époque, c'était la gabelle, hein, la taxe sur le sel, entre autres. Et bien aujourd'hui, c'est l'essence. Et les impôts sur le revenu, et la TVA, et la redevance télé, et la taxe d'habitation. Troisièmement, le mécontentement, à l'époque comme aujourd'hui, est porté non pas contre l'autorité, car les Français aiment l'autorité à la tête de l'État en général, mais comme à l'époque de la guerre de 100 ans, il est porté contre une élite devenue illégitime. C'est une élite qui n'a même plus le pouvoir aujourd'hui, comme à l'époque, hein, parce qu'ils étaient soumis aux Anglais. Et bien aujourd'hui c'est pareil, c'est une élite qui n'a plus le pouvoir et qui se contente d'obéir aux injonctions des financiers, des oligarques de l'Union européenne, de jouir de ces petits privilèges de valet de chambre, et qui se permet ensuite, hein, très sérieusement, de venir dire aux gens de se serrer la ceinture. Jouir et trahir. Là, ce serait une bonne devise pour cette élite-là. Ensuite, pour revenir sur l'absence de chef, on nous dit que la Grande Jacquerie a échoué à cause de l'absence de chef, et qu'aujourd'hui, les Gilets jaunes sont désorganisés. Eh bien, moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est justement l'absence de chef qui fait la force des Gilets jaunes. Et c'est paradoxal, hein, on est d'accord, mais là, le ras-le-bol est tellement général, il dépasse tellement les clivages politiques droite-gauche, que la révolte ne peut être que générale pour être efficace. Et puis surtout, un chef à la tête des Gilets jaunes, eh bien ça signifierait quelqu'un à acheter, quelqu'un à corrompre, ou encore quelqu'un qui, d'un coup d'un seul, verrait naître en lui des ambitions électorales. Non, ce serait la mort, je pense, du mouvement des Gilets jaunes, l'institutionnalisation, la normalisation du mouvement. Alors oui, les Gilets jaunes sont dispersés, mais justement, pour la première fois, la révolte, elle est nationale, elle est générale, elle n'est pas localisée, comme l'avait pu être par exemple la révolte des Gilets jaunes ou les révoltes paysannes du passé. Là, c'est national. On dit que les Gilets jaunes sont désorganisés, incohérents, hétéroclites. Mais comme le sont les gens, en fait. Cette révolte, c'est celle des gens, des petites gens, comme on pourrait dire. Alors oui, on ne sait pas où ça nous mène, c'est le bordel, mais c'est peut-être mieux comme ça. Merci de votre attention, j'espère que cet épisode et ce parallèle historique entre l'histoire, hein, où on puise toutes nos leçons, j'ai envie de dire, et le présent, vous a plu. J'essaierai de faire plus d'épisodes comme ça, c'est toujours intéressant de comparer le passé, là avec la révolte des Jacques et les Jacqueries, avec le présent et les Gilets jaunes. C'est un exercice qui me plaît beaucoup et je pense que c'est ce que l'histoire peut apporter aujourd'hui au débat politique. Allez, je vous dis à la semaine prochaine, mardi prochain, pour un nouvel épisode de La Petite Histoire sur TV Liberté. Et je vous souhaite par avance, et je vous le souhaiterai encore tout ce mois de décembre, d'excellentes fêtes de fin d'année. À bientôt.